sur l'Australie où la fine équipe d'ORLM vous propose une rétrospective tech 2019 du succès phénoménal des AirPods à l'émergence des écrans pliables en passant par la guerre ouverte entre les États-Unis et Huawei, sans oublier le Mac Pro et le départ de Johnny Ive d'Apple. Retour sur les produits et les actus qui ont marqué l'année. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour le débat high-tech hebdomadaire, une émission exceptionnelle enregistrée à Sydney depuis Lavender Bay, à 2 pas, voyez, du pont de Sydney, bien sûr, et de l'Opéra, pour une émission exceptionnelle où on va essayer de retracer ensemble ce qui a constitué l'actu tech de l'année. Et on va appeler nos différents chroniqueurs qui sont, eux, restés du côté de la France et de Paris notamment. Mais avant, je vous rappelle qu'on refait le Mac est disponible sur notre site internet www.onrefaitslemac.com, mais également sur notre app mobile iOS, aussi bien sur iPhone, iPad et Apple TV. Puis vous retrouvez On refait le Mac également sur YouTube, Dailymotion, podcast et une version audio également sur podcast, TuneIn, Spotify et Deezer, avec comme chroniqueur en duplex depuis Paris, je crois, Stéphane Zibi de Ionix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir ou ce matin. Oui, il y a 11 heures de décalage horaire avec Paris, entre Paris et Sydney. Lui est un peu plus au sud de Paris, un peu plus au nord de Sydney. Il est à Chamonix, monsieur Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, ouais tu vois, je suis tellement dans les montagnes que j'ai chopé la crève. Voilà, vous m'excuserez cette petite voix un peu, un peu enrouée ce soir. Mais quand même Olivier, j'ai quand même de quoi me consoler un petit peu. Puisque, regarde, si je me décale, on aperçoit un petit Mac Pro derrière. Donc voilà, merci Apple d'avoir sorti ces machines entre Noël et le Nouvel An. Voilà, ma famille adore, donc elle ne me voit plus. Avant, si vous êtes d'accord d'enchaîner sur la rétrospective et le sondage de la semaine, une triste nouvelle pour clôturer cette année. Nous avons appris la disparition de David Janeiro-René. David était un inconditionnel du Mac et un fidèle de cette émission. Il était surtout connu pour être le fondateur de la maison Les Mauvaises Graines à la butte Chaumont et la butte Montmartre. Il était un jardinier à part entière et très rock'n'roll, qui se définissait comme un plantiste urbain qui n'a eu de cesse de réinventer le jardin parisien et lui redonner ses lettres de noblesse. Nous pensons très fort à lui pour cette émission. On passe, si vous êtes d'accord, au sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée cette semaine sur Twitter dont on fait le Mac. La question était: quel est le produit star de l'année chez Apple? Vous étiez 38,8% à répondre l'iPhone 11 Pro, 34,7% à répondre les AirPods Pro, et enfin 14,8% pour le Mac Pro et 11,9% pour le MacBook Pro 16 pouces. Alors l'iPhone 11 Pro est sans aucun doute la bonne surprise de l'année. Nous y reviendrons, mais les AirPods sont à coup sûr, je dirais, le hit, le produit star de l'année chez Apple. C'est certainement le plus gros succès commercial depuis très longtemps, avec pas moins de 2 nouveaux modèles. On a eu droit aux AirPods 2, souviens-toi Stéphane, je te les ai ramenés de New York au mois de mars dernier et qui se rechargent sans fil. Et puis au mois d'octobre dernier, les AirPods Pro, alors qu'il serait écoulé près de 20 millions d'exemplaires en 2018. Ce serait près de 60 millions qu'Apple aurait vendu cette année, selon l'estimation de l'agence Bloomberg. Les stocks d'AirPods Pro étant déjà épuisés pour Noël. Didier, Apple est vraiment le leader incontesté du marché, selon Counterpoint Research. La firme californienne serait largement leader sur le segment des écouteurs sans fil Bluetooth, Didier. Oui, c'est clair, c'est la grosse réussite même de Tim Cook. Moi, je trouve que c'est je pense, le produit quasiment le plus populaire qu'il a lancé sous son air. Et en fait, je pense qu'au-delà du fait que ces écouteurs sont très bien finis, c'est un style de vie aussi. C'est-à-dire que vraiment, quand tu as des AirPods, voilà, c'est un marqueur social maintenant. Il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas finalement. Oui, et on a été un peu étonné qu'Apple accélère le rythme et sorte une deuxième version avec les AirPods Pro. C'est assez inédit, 2 modèles la même année. Selon toujours Countersearch, Apple, les AirPods représenteraient à eux seuls 45% de part de marché dans le monde, mais on sent que la concurrence est vraiment exacerbée, qu'il y a beaucoup de copies qu'on voit sur Internet, ce qui explique sans doute, Stéphane, qu'Apple a accéléré le rythme.
Alors, je ne sais pas si ça a accéléré, mais en tout cas, je pense que quand on a une bonne vente et des bonnes surprises comme celle-ci, n'importe quelle entreprise, que ce soit Apple ou les autres, ben, s'y engouffre. Et donc là, ils ont touché, ils en sont à la 2. Ils ont fait deux versions cette année, avec même, on peut dire, une version augmentée qui permettait de rendre les premiers égal au deuxième avec le boîtier sans fil. Donc vraiment, ils essayent de faire comme n'importe quelle entreprise quand ils voient que quelque chose fonctionne. Et ce serait dommage de se priver quand même. Oui, on sent qu'ils en gardent sur la pédale et ils ont vraiment accéléré le rythme. Les revenus issus de la catégorie wearable, c'est toujours difficile avec Apple d'avoir des chiffres parce qu'Apple ne communique plus sur le nombre d'unités vendues. On sait qu'il y a la catégorie wearable dans les résultats financiers d'Apple qui inclut les AirPods, les Apple Watch et les HomePod et jouissent d'une croissance cette année de 51%. Donc ça a vraiment explosé dans les comptes d'Apple. Et alors que l'Apple Watch a déjà dépassé le succès des iPods, c'est au tour des AirPods de dépasser le succès mythique des iPods, le fameux baladeur d'Apple. Il y a quelques jours seulement de Noël, le célèbre analyste de Bernstein, Tony Sacconaghi, c'est dur à dire, s'est fendu d'une nouvelle note dans laquelle il prévoit une incroyable croissance pour les AirPods. Il estime les revenus générés cette année à 6 milliards de dollars, un chiffre qui pourrait même doubler dans les 12 prochains mois. Donc vraiment, cela tourne la tête. Retour brièvement, messieurs, sur les AirPods. Moi, je les utilise comme retour ici en Australie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Les AirPods 2, c'était une simple évolution avec la gestion de la charge sans fil. Par contre, les AirPods Pro, c'est vraiment une nette avancée, Didier. Bah écoute, moi je vais t'étonner. Moi je trouve que c'est deux produits qui sont différents et je pense qu'ils vont les garder au catalogue pour ces raisons-là. Puisque les AirPods, moi ce que j'aime bien justement, c'est qu'ils n'étaient pas intra. C'est-à-dire que c'est effectivement des écouteurs. Enfin, la plupart des écouteurs aujourd'hui sont quand même souvent intra. Et je trouve que le fait de pouvoir les enlever comme ça assez facilement, le fait de pouvoir aussi écouter un petit peu ce qui se passe autour, c'est un vrai atout. Et surtout, ils ont créé un boîtier qui est tout petit. Enfin, il y a vraiment je dirais qu'ils ont eu tout bon en fait sur les usages. Et les AirPods Pro, je dirais que ça comble plus les manques de certaines catégories de clients qui étaient un petit peu réticents aux AirPods normaux, qui voulaient une meilleure qualité de son, qui voulaient effectivement de l'isolation, qui voulaient un produit un petit peu plus abouti. Mais pour moi, ça reste une tranche finalement des utilisateurs. Je trouve que les AirPods classiques finalement sont plus populaires quelque part. Stéphane, tu es d'accord avec l'analyse de Didier? Ben oui, de toute façon, je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai que moi, j'ai gardé les deux modèles et ils sont, je dirais pas complémentaires parce que bien sûr, on utilise. Mais c'est vrai que quand on veut pas s'isoler ou quand on a besoin juste des AirPods, c'est vraiment encore un très bon produit. Ce qui n'était pas le cas dans les autres produits. Dès qu'on prenait une nouvelle version d'Apple, on laissait tomber les précédents. Et voilà, là, je pense qu'ils vont, j'espère, se stabiliser, qu'ils vont encore améliorer la batterie, qu'ils vont encore les rendre étanches et encore plus incontournables. Et c'est comme l'a dit Didier, c'est un mode de vie. Les gens qui les gardent à leurs oreilles toute la journée, maintenant on les compte plus, les gens dans la rue. Voilà, c'est comme ça. Didier, ce qui est très agréable avec ce modèle d'AirPods, c'est que, comme le soulignait Stéphane, c'est que c'est un modèle qui est connecté, donc il se met à jour fréquemment. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, il y a l'amélioration de l'autonomie régulière. C'était le défaut de la première version et Apple n'a eu de cesse de l'améliorer depuis. Oui, je crois qu'ils ont comblé un petit peu tous les manques, en fait, tout ce que les gens reprochaient aux AirPods première génération. Et il y a aussi beaucoup de gens qui les utilisent pour faire du sport, enfin qui les utilisaient, même s'ils n'étaient pas étanches, même s'ils tenaient pas bien dans les oreilles. Et là, c'est vrai que ça répond vraiment parfaitement à cette population-là. Je dirais que moi, le seul truc qui manque sur les AirPods, c'est vraiment qu'ils me détectent sur quel produit je suis, tu vois, si je suis sur mon iPhone, sur mon Mac et qui bascule tout seul. Ouais. Et ça, je m'y attendais dès le début, ils l'ont toujours pas fait. Et c'est un peu dommage parce que ça en ferait un produit quasiment parfait finalement. Alors là, peut-être qu'il faudra qu'ils activent le fameux Apple Tag, le système de géolocalisation d'Apple qu'on attend depuis l'arrivée de l'iPhone 11 Pro, de l'iPhone 11 Pro. Et ça permettra peut-être de géolocaliser et de détecter mieux quel device on utilise avec son iPhone. Force et faiblesse aujourd'hui, Didier, des AirPods Pro notamment, moi je les ai utilisés dans l'avion. La réduction de bruit, c'est vraiment génial. Je trouve qu'il y a peut-être plus de progrès à faire en termes de fonctionnalité. On est un peu frustré qu'on ne puisse pas accéder, pas plus de fonctions. Et je trouve que Siri, c'est assez limité quand même. On peut juste activer, désactiver à la transparence et c'est tout. La transparence, tu rappelles en quelques mots ce que c'est ?
Alors l'effet de transparence, c'est d'utiliser les micros tout simplement externes pour te les réinjecter dans l'oreille, pour pouvoir capter le bruit ambiant, même un petit peu mieux que ce que tu pourrais écouter. Oui, je suis d'accord avec moi, toi. je t'entends mieux là maintenant avec le micro branché que si je l'enlève. Ouais, et non, puis mais tu disais, les gens n'aiment pas les intras. Franchement, celles-là, je les sens pas, quoi. Moi, je suis pas un fan des intras et j'ai abandonné les AirPods 2 sans souci. Non, ils sont agréables parce qu'effectivement ils rentrent pas totalement dans l'oreille. Moi j'aimerais bien quand même des commandes tactiles, notamment pour changer le son. Je trouve que dans la rue t'aimerais bien pouvoir jouer un petit peu là-dessus. J'aimerais aussi, il y a beaucoup de gens qui les utilisent, tu sais, pour appeler au téléphone, voilà, les commerciaux, etc. Et je trouve que la qualité, franchement, quand tu compares avec même l'iPhone tout simplement ou avec le filaire, on n'est pas encore au niveau. Alors c'est compliqué, le truc il est loin de ta bouche et tout, mais c'est vrai que pour moi c'est le plus gros problème. Et maintenant il y a des gens que je n'appelle plus dans la rue avec les AirPods parce que je sais qu'ils m'entendent pas bien, quoi. Ouais, sur ce point, parce que le micro était assez éloigné de la bouche, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on utilise un vrai micro et non pas le micro des oreillettes. Après les AirPods, produit phare tech de l'année, autres produits stars qui ont marqué 2019, l'arrivée des premiers smartphones à écran pliable. Alors, écran pliable, c'est l'avenir. C'est Samsung qui a créé l'événement en début d'année en marge du Mobile World Congress à Barcelone avec la présentation du Galaxy Fold. Il dispose de 2 écrans, un en façade de 4,6 pouces et une fois déplié, il découvre un second écran, c'est assez spectaculaire, de 7,3 pouces qui peut afficher jusqu'à 3 applications. Il s'ouvre comme un livre avec une charnière centrale façon ordinateur portable. Alors, l'ensemble est assez épais. Est-ce que ça te fait envie, Didier? Est-ce que tu aimerais qu'Apple s'en inspire pour un futur iPhone? Oui, totalement. Disons que là, on est vraiment dans la proof of concept, comme on appelle ça. C'est Samsung qui expose ses nouvelles technologies. C'est pas encore totalement abouti, mais ça fait envie puisqu'effectivement, tu dis dans la poche, je pourrais avoir une sorte de mini iPad que je pourrais déployer comme ça quand j'ai besoin de regarder un film, de browser une page web, quand j'ai un petit peu plus de temps pour le déplier. Et c'est vrai que ça fait envie sur le papier. Par contre, tu te dis qu'Apple n'en est pas encore au niveau d'adoption, puisque c'est des produits qui sont encore grossiers, qui ont encore plein de défauts, qui méritent un vrai travail sur les interfaces. Et là, Samsung, on voit qu'il galère un petit peu aujourd'hui sur ce plan-là. Donc, ouais, moi j'y crois assez, parce qu'on a besoin d'écrans grands de toute façon, et que l'iPhone prend de plus en plus de place, il a grossi, il a envahi nos vies, et que effectivement on passe de plus en plus de temps à regarder des vidéos, à regarder des sites, à regarder des applis, et forcément ces petits écrans c'est toujours contraignant. Ouais, on sait qu'Apple a quelques difficultés avec la production de dalles, puisqu'ils ne produisent pas de dalles, ils sont tributaires de constructeurs tiers, et Samsung a l'avantage de pouvoir produire ses propres dalles. Tu disais des difficultés à produire des dalles, oui, c'est moins qu'on puisse dire, avec catastrophe, puisqu'après quelques jours seulement de présentation, il avait lancé le produit et il les avait distribués en avant-première à des youtubeurs et des journalistes. Ils ont été contraints, Samsung, de retirer de la vente, enfin de décaler la vente du Galaxy Fold en raison d'un film de protection qu'il ne fallait pas retirer, qui abîmait l'écran. Depuis, il est revenu. Stéphane, tu l'as utilisé. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces Galaxy Fold? Est-ce que les écrans pliables, c'est un petit peu l'innovation majeure de cette année, selon toi? Nous sommes en phase de prototypage, mais pas de prototypage. Parce que les écrans pliables, ça va être une révolution. On va en avoir partout dans les 10-15 prochaines années. Ce sera comme une évidence. Nos téléviseurs vont se déplier comme ce qu'on avait avant, les trucs pour les projections. Des petits rouleaux, c'est ça, comme c'est des rouleaux comme on a pu voir au CES l'année dernière avec LG. Ouais. Ça va être quelque chose qui va arriver, qui va être le standard dans 10-15 ans. Mais pour arriver de là où nous sommes aujourd'hui à demain, ça va être très compliqué. Quand je l'ai eu en main, on avait bien quelque chose qui ressemblait à un début de révolution. J'ai adoré l'expérience parce que j'étais tellement réticent, etc. Et dès que j'ai ouvert ce truc-là, j'ai fait waouh, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, même si ça pouvait une fois plier. Donc l'effet waouh est là. Ah oui, complètement. Quand tu vois ce que tu vois habituellement, même sur des beaux écrans comme ce que l'on a avec l'iPhone, c'était quelque chose de formidable. Ça, c'est indéniable. Maintenant, nous sommes en phase de prototype, c'est-à-dire avant le prototype. Et vu le prix, c'est cher le prototype. Hein. Et je pense qu'au contraire, ça aurait été Samsung et tous les autres qui auraient dû payer les utilisateurs. Mais bon, c'est comme ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous aurez en main un écran pliable,
et que vous l'ouvrirez, vous ferez comme ça, vous aurez beaucoup de mal à revenir en arrière. Ça, c'est indéniable. Alors, d'après ce que tu as ressenti, connu, est-ce que les problèmes, est-ce qu'il y a un problème à terme? Est-ce que le système est au point à force d'ouvrir et de fermer? C'est certain. Il y a un risque de pliure et de cassure. C'est certain, et je pense que les fans ou ceux qui recherchent les pixels morts de leurs écrans, eh ben, ils vont en trouver très rapidement sur ce type d'appareil. C'est une évidence. Par contre, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé et qu'il fallait un moment se lancer. J'ai presque eu l'impression que c'était celui qui te lance le premier en commercialisation qui prenait l'avantage sur cette techno, un peu comme les Russes et le Spoutnik à l'époque. On va voir. Et après, ça a été la course à la Lune. On est plus dans cet état d'esprit parce qu'en fait, le produit, il n'est pas très très beau. On pourrait faire 100 fois mieux. Mais ça a été les premiers à lancer commercialement les choses. Les autres vont suivre. Les derniers, pour l'instant, à ne pas avoir dégainé, bien sûr, c'est Apple. Peut-être qu'ils feront le meilleur de tous, indéniablement, qu'ils se nourriront des recherches des autres et des résultats des autres. Mais pour le coup, là, je pense que Apple a raison de ne pas trop se lancer tout de suite. Mais ce sera vraiment une révolution. Ça aura un impact, clairement, par contre, sur les iPad mini qui n'existeront plus. Ouais, on va en parler de l'iPad dans un instant, mais de manière générale, on peut penser que c'est une sorte de concept phone, même s'il est déjà industrialisé. D'autres constructeurs se sont enfournés sur le créneau. On pense à Xiaomi notamment, avec le Mi Mix Alpha, un téléphone à l'écran infini, sans bord et non pliable. C'est vraiment spectaculaire celui-là. Bon, il est très cher, 2560 €. Motorola a suivi le pas avec le fameux Razr. Il réinvente le Razr, l'écran, le téléphone pliable, qui était la star des débuts d'année 2000. Mais à nouveau, la plupart des constructeurs ont tendance à retarder le lancement. Officiellement, pour Motorola, c'est parce qu'il y a une trop forte demande. On verra si c'est un vrai problème d'industrialisation. Et puis le dernier acteur à avoir investir le créneau des écrans, alors c'est pas un écran pliable, mais c'est un double écran, c'est bien sûr Microsoft. Ça a marqué l'année également avec son Microsoft Surface Duo. Donc il y a 2 écrans en 2 surfaces, en jeu de mots, pour visualiser, pour mieux travailler. On verra si ça va prendre. Alors, Didier, est-ce que tu penses qu'Apple aurait intérêt à investir un peu plus sur le créneau des écrans pour pouvoir répondre à Samsung et ne pas attendre qu'aujourd'hui, Samsung soit capable de produire des dizaines de millions d'exemplaires pour lui fournir? En clair, est-ce qu'il ne devrait pas racheter un constructeur de dalles pour pas être dépendant d'un tiers? Mais totalement, et moi je pense qu'il devrait le faire dans plein de domaines, que ce soit la VR, que ce soit les voitures, que ce soit effectivement les écrans. Ils ont toujours été tributaires de leurs fournisseurs, depuis le premier iPod où ils avaient besoin de ce fameux petit disque dur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils se font avoir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que Samsung a une quantité d'innovation. Évidemment, les capteurs photos, c'est pas Apple qui les fait non plus dans l'iPhone. Alors ils sont très bons pour améliorer le produit, pour rendre l'expérience utilisateur très bonne. Mais c'est vrai qu'il manque souvent le coche en termes de capacité. Alors c'est pas totalement vrai, puisqu'ils ont eu, tu vois, Face ID un petit peu avant tout le monde. Les AirPods, il y a eu certaines technos qu'ils ont eu avant tout le monde. Mais sur des produits majeurs aujourd'hui et qu'on sait sur lesquels ça va continuer d'évoluer, notamment les écrans, ils auraient besoin de plus qu'un partenaire aujourd'hui. Ils auraient besoin vraiment de contrôler une partie du marché. Ouais. Oui, on sait que ce n'était pas forcément prévu au déroulé de cette émission, mais régulièrement, Didier ou Stéphane, il y a des rumeurs récurrentes sur des rachats possibles de la part d'Apple. On a eu en début d'année, Apple rachète Nintendo, Tesla, ça revient tous les 6 mois, Netflix également, Spotify, je n'en parle même pas. Et puis finalement, rien n'arrive. La culture d'Apple, c'est plutôt de grandir, d'acquérir des startups et d'assimiler des technologies. Là, sur les dalles, ça semble vraiment majeur, Stéphane. C'est pas la première fois que nous nous posons la question dans cette émission. Parce qu'à chaque fois où on faisait état de... Il y en a qui font le choix des dalles, il y en a qui font le choix des processeurs. Apple a préféré faire le choix des processeurs. Voilà, et finalement, c'est une décision qui n'est pas plus mal, parce que quand on fait des tests, ils sont bien au-dessus de la moyenne et même de tous leurs concurrents, même les nouvelles versions. Il y a toujours un temps d'avance, même 2 temps d'avance à chaque fois. Les dalles, c'est compliqué, c'est lourd, c'est de la production peut-être pas assez d'un assez bon niveau pour Apple. Donc, ils considèrent que c'est mieux d'acheter à l'extérieur, ça leur coûtera moins cher que produire eux-mêmes. Mais il y a plein de gens qui pourraient être achetés, comme Sharp, par exemple.
Ça serait très bien. Oui, on sait que finalement, c'est. Ça a été comment il s'appelle le fournisseur chinois d'Apple, Didier Géintro, qui a racheté finalement Sharp, le constructeur japonais. Mais c'est Foxconn, évidemment, Olivier. Voilà, Foxconn qui a racheté Sharp. Et certainement, Apple aurait eu aussi tout intérêt à s'y intéresser, mais sans plutôt vouloir investir dans la ligne de production du côté de SG notamment. Bref, c'est un feuilleton qui va durer toute l'année. Une chose est sûre, concernant les écrans pliables, Apple a perdu la guerre de communication et ses concurrents l'ont gagné parce qu'Apple est victime de son culte du secret et ne peut pas dévoiler de concept phone, ne peut pas dévoiler de prototype. On est bien d'accord, messieurs? C'est Didier qui peut répondre plus que moi, mais même si on commence à avoir des iPhone 12 ou je ne sais combien là qui commencent à sortir, combien seront proches de la vérité? Quasi aucun. C'est que les 2 derniers mois où on a l'impression, où on a à peu près ce que on va avoir les versions finalisées. Pour l'instant, ils ont bien gardé leur petit secret. On enchaîne avec une réaction de Douglas Bravo sur Twitter. La mise au banc de Huawei est l'événement de l'année 2019. Je vous propose que l'on revienne sur cet événement qui a vraiment marqué toute la planète tech et au-delà Apple, parce qu'il pourrait être la victime collatérale, notamment en Chine, de la guerre qu'ouvrent les États-Unis envers Huawei. Trump déclare la guerre à Huawei. C'est le tremblement de terre qu'il y a eu cette année sur la planète tech. Huawei ne pourra plus proposer Android et les services de Google qui sont associés sur ses smartphones. Le constructeur chinois est dans le viseur de l'administration de Trump. La firme de Shenzhen est accusée par le gouvernement américain de produire des équipements qui faciliteraient l'espionnage au profit du gouvernement de Pékin. Il y aurait des backdoors qui pourraient être une entrave aux intérêts de la défense nationale américaine. Huawei est également accusé de fournir des composants à l'Iran via des filiales, bref, ce qui est totalement interdit aux États-Unis. Bref, Huawei est au banc des accusés de la justice américaine. Alors, quel bilan peut-on tirer de ce feuilleton qui a animé l'ActuTech depuis le début de l'année 2019? Ce qu'on peut constater, Stéphane, Didier, c'est qu'Apple n'est toujours pas privé d'Android, hormis pour son nouveau modèle, le Mate 30 Pro. On continue de pouvoir acheter sans problème des téléphones avec Android à l'intérieur. Oui, Huawei. Apple n'a pas encore Android, Olivier. Mais excuse-moi, c'est freudien. Non, mais pas de signe. Je me doute que c'est un fantasme pour toi que tout le monde ait des iPhones, même sur Android. Mais non, en fait, oui, c'est vrai que là, il y a eu quand même les premières sanctions, en tout cas les premières conséquences de la politique de Donald Trump se sont concrétisées sur la sortie du Mate 30 qui a été donc sans Android. Il fallait une dizaine de minutes pour quelqu'un qui connaissait un petit peu pour remettre tout d'équerre et pour refaire avoir un téléphone exploitable avec Google Play, parce qu'il est quasiment inutilisable en Europe, en tout cas pour nous, utilisateurs classiques d'applications, à part utiliser l'appareil photo ou certaines applications chinoises, ça n'avait aucun intérêt. Néanmoins, ces dernières 72 heures, il me semble que j'ai lu tout un tas d'articles là-dessus, en particulier aujourd'hui, où donc la Chine et les États-Unis se rapprochaient de la signature d'un accord qu'on appelle de phase 1. Donc, il faudrait dire qu'il y a un rapprochement où donc l'hostilité qui était de mise serait un peu moins de mise, et que là maintenant il y aurait des accords qui vont être, il y a un accord global et après des accords particuliers qui vont avoir lieu. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'il y ait un accord entre ces deux-là, mais ça n'empêche qu'il y aura toujours. Et Elsa pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que pour la 5G, Elsa Baron de Figaro. Oui, bien, exactement. Comment nous pourrons utiliser la 5G sans qu'il y ait les équipements Huawei, parce qu'on aura besoin de beaucoup d'équipements. Et comme il y a du scepticisme envers Huawei ne répond pas vraiment aux questions, il laisse un petit peu sceptique sur qu'est-ce qu'ils vont-ils faire, ils vont pas nous pirater. C'est pas un œil de Moscou ou de Pékin qu'on va mettre, qu'on va installer dans tous les opérateurs. Et donc c'est pour ça que c'est de le signifier. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un des moments importants parce qu'il y a eu des conséquences sur les produits, que la politique maintenant vient dans nos téléphones, dans nos smartphones, qui n'était jamais arrivé par le passé. Et ça pourra malheureusement peut-être continuer à arriver dans le futur.
Alors, quelle est l'alternative finalement au réseau de Huawei pour la 5G? Et c'est vraiment un acteur incontournable, Didier. Pour rebondir sur ce que disait Stéphane, il y a eu quand même pas mal de prolongation du sursis qu'a accordé le gouvernement américain. Il y a eu 3 sursis consécutifs et de 90 jours. Et là, Huawei a jusqu'au 20 février de mémoire 2020 pour pouvoir encore utiliser les services de Google, parce que c'est ça avant tout, et le Play Store dans ses téléphones. Et là, jusqu'au 20 février avant de couper le robinet. Alors, dans un premier temps, on était très inquiet sur l'impact sur les ventes. Le patron et fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, avait été très alarmiste au début et a annoncé une chute des ventes de 40%. Et puis finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas si dramatique, que même Huawei voyait ses ventes progresser, parce qu'il y a un réflexe, je dirais, nationaliste en Chine. On favorise la marque chinoise au profit des concurrents, ce qui est après tout une manière de renvoyer la pierre au gouvernement américain. Est-ce que, c'était l'inquiétude de l'émission qu'on avait fait à l'époque, Didier, Apple ne pourrait pas être la victime collatérale de cette guerre entre la Chine et les États-Unis, puisque Apple est extrêmement dépendant du marché chinois. C'est l'un de ses principaux marchés, le deuxième après les États-Unis, Didier. Oui, en fait, cette histoire a révélé des gros problèmes de souveraineté, d'interdépendance finalement. On a bien vu que nous, on était quasiment incapable de créer de la 5G finalement sans les Asiatiques, que les Asiatiques avaient beaucoup de mal à nous vendre des téléphones sans les technologies américaines, que nous, l'Europe, on était un peu le dindon de la farce aussi là-dedans. Et effectivement, on peut aussi se demander si Trump, en agissant de la sorte, finalement se fourvoie pas à long terme, puisque les Asiatiques vont être tentés de recréer effectivement des écosystèmes de leur côté, peut-être pour nous les vendre petit à petit, et puis que effectivement les produits américains pourraient être entre guillemets un petit peu bannis. On avait connu ça, nous aussi, avec la France, rappelle-toi, avec le boycott de Carrefour, de toutes les enseignes françaises à un moment donné. Donc voilà, et c'est des vraies questions qu'on peut se poser à long terme, et effectivement ça pose des problèmes de stratégie. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi un petit peu mettre les moyens pour créer des écosystèmes chez nous, pour récupérer aussi un petit peu de technologie, On voit aujourd'hui avec les batteries, tu vois, on refait des industries parce qu'on se dit mais on a perdu tout ce savoir-faire là. Et on a besoin de ça pour pas être finalement la victime collatérale de petites guerres politiques. Ouais, Stéphane, il faut se souvenir qu'il y a quelques années, on les avait en Europe et en France, notamment ces industries. On avait Alcatel qui était l'un des principaux fournisseurs des réseaux GSM, Edge, 3G, et puis il a fusionné, les usines ont été délocalisées en Chine. Tout ça me semble vraiment un beau gâchis, Stéphane. Ah bah, l'Europe, en tout cas. Si on fait le résumé de tout ce qu'on a pu gâcher comme entreprise ou comme savoir-faire, c'est sûr qu'Alcatel, quand même, c'est une très très belle illustration. Non, mais en gros, dans les alternatives, c'est vrai que Nokia, qui a racheté donc Alcatel Mobile il n'y a pas longtemps au départ, mais c'est juste pour la partie mobile, Nokia pourrait garder nous assurer d'avoir une forme de garder une sorte de mainmise européenne, ou en tout cas de maîtrise européenne sur les réseaux. Il y aura sûrement d'autres constructeurs qui vont poindre et qui vont proposer leur matériel. Néanmoins, ça paraît compliqué vu les ambitions que tout le monde a sur la 5G, parce que la 5G, je le rappelle, c'est pas seulement pour qu'on puisse regarder nos films en HD plus rapidement, c'est pas seulement ça, c'est pour rendre connecté tout ce qui doit l'être, tous les objets en temps réel, parce que le temps de latence est bien moindre que la 4G. On est à 10 millisecondes en 4G et 1 milliseconde en 5G. Tous les objets vont être connectés. C'est vital pour la voiture autonome notamment. Les voitures, mais si c'était que la voiture, c'est tous les objets. On va viser sur du temps réel. On pourra peut-être même piloter les feux rouges et la circulation grâce à ça, bientôt. Et donc, c'est quelque chose qui va changer nos vies. À court terme, on ne sait pas quel sera l'impact sur le long terme en Chine pour Apple, mais à court terme aux États-Unis, le gagnant, c'est Apple et Samsung, parce qu'il faut rappeler que Huawei ne vend pas de smartphone aux États-Unis puisqu'il est interdit de vente là-bas. Donc pour le moment, Apple profite en plein et parce qu'il n'a pas de concurrent qui est assez féroce en Europe, qui est son principal concurrent, qui est en plus de Samsung, qui est désormais Huawei. Allez, retour au Mac pour presque conclure cette émission consacrée à la Retrotech 2019.
avec la nouveauté de l'année, la nouveauté matérielle de l'année pour les amoureux du Mac que nous sommes, avec le Mac Pro qu'a testé Didier, bien sûr. Mac Pro, le débrief, ça a été l'annonce phare de la WWDC 2019. La conférence des développeurs Apple qui s'est tenue en juin dernier à San José, et au-delà de l'année 2019, c'est vraiment le produit phare. La machine est disponible depuis quelques jours, quelques semaines seulement, Didier. Malheureusement, Apple n'a pas pu nous le fournir puisque c'est historique dans l'histoire de la marque. Apple a choisi de ne pas fournir la presse en unité de prêt pour qu'on puisse les tester et réserve ça uniquement aux professionnels. Didier, tu as cassé ta tirelire tout de même pour pouvoir en commander un et faire quelques vidéos. C'est vraiment quelles sont tes premières impressions? C'est vraiment une machine qui est impressionnante et on peut dire que Apple a tout misé sur la modernité et la puissance. Hein. Oui, non mais ça fait vraiment du bien en fait d'avoir cette machine entre les mains. Effectivement, je pense qu'il y a énormément de gens qui attendaient un Mac modulaire. Il y a beaucoup de gens pour qui ça a été la douche froide quand même. Je pense tout le public en fait, tu sais, des indépendants, des petites sociétés, des monteurs, ils ont été très contents de voir que bon, c'est quelque chose qui pouvait s'offrir, mais que finalement, en mettant quelques options un peu intéressantes, on était quand même très très vite hors budget. Et voilà, aujourd'hui, tu vois, j'ai devant moi là, l'écran XDR aussi, c'est un petit peu la même chose. Tu vois, cet après-midi, j'ai travaillé dessus et je me disais quand même, un écran pareil, t'écris tes billets de news là-dessus, c'est un peu du gâchis, mais tu as envie d'avoir cet écran dans ton bureau, il est magnifique, il répond en fait à toutes les attentes. Oui, enfin, tu es à 5000 de base, mais si tu veux le pied, tu es à 6000. Si tu veux le traitement anti-reflet, 7000. Enfin, en fait, 7000 pour un écran, qui s'offre vraiment ça dans la vie, à part pour se faire vraiment, tu vois, tu débordes de budget. Et effectivement, alors. 6500 € pour le Mac Pro d'entrée de gamme. Oui, alors 6500 € pour le Mac Pro d'entrée de gamme, mais tu es très vite au-dessus. C'est-à-dire que d'entrée de gamme, tu n'as tellement rien que tu es tenté de mettre des options. Alors tu rajoutes un petit processeur, tu es déjà à 8000. Tu rajoutes une petite carte graphique, tu es directement à 10 000. Et alors après, voilà, le stockage, la RAM encore, tu peux te débrouiller à côté, mais il y a quand même quelques éléments qui sont indispensables et tu es vite à 10 000 €. Donc voilà, je pense que ça segmente et c'est pour ça qu'ils n'en ont pas donné à la presse. C'est-à-dire que c'est une machine qui est pour personne quasiment, hein, qui est pour quelques studios et quelques boîtes un peu spécifiques. Il y en a qui vont se faire plaisir au mieux. C'est une machine qui va faire rêver beaucoup de gens et on aimerait beaucoup qu'ils déclinent ça, tu vois, en mini, en display XDR non pro, quoi. Et puis pareil pour le Mac Pro, qui nous fasse une version un petit peu réduite. Bon. Alors, encore une fois, tu le disais, la version d'entrée de gamme est un peu surprenante. 256 Go de SSD pour un Mac Pro, ça peut sembler vraiment ridicule à ce niveau de prix-là, mais bon, passons. Au-delà, on va essayer quand même de se faire plaisir et de se auto-congratuler, dirons-nous. C'est vraiment le digne successeur des premières versions des Power Mac G5 et des Mac Pro. Apple a fait table rase du Mac Pro en forme de corbeille et a enfin écouté ses utilisateurs. C'est aussi un petit peu l'angle de cette année, Stéphane. On l'avait avec le MacBook Pro 16 pouces. Apple est enfin à l'écoute des utilisateurs de Mac et construit des machines qui correspondent un peu plus aux attentes, même si la puissance est peut-être un petit peu surdéveloppée par rapport aux attentes de base. Mais la modernité est au rendez-vous, Stéphane. Quand on a ce type d'appareil, on sait que c'était une attente de sortir un nouvel appareil. Néanmoins, je trouve qu'ils n'ont pas été à l'écoute avec un modèle de base qui n'est pas à la hauteur, vu le nombre d'options que l'on doit faire pour avoir une configuration qui soit suffisante, en tout cas qui soit pas frustrante, parce que je rappelle que quand on achète et on investit autant, on est censé l'amortir au moins pour 3, 4, 5, plus de 5 ans, en tout cas au niveau comptable. Est-ce que ça sera un appareil qui sera suffisant avec une formule de base dans 5 ans? Je ne le crois pas. Et donc, pour moi, je pense que si on doit revenir sur les sorties de cette année par rapport à Apple, en modèle de base, et d'ailleurs je vous parle avec celui-ci aujourd'hui, pour moi, ils ont plus été à l'écoute avec le MacBook 16 pouces, le MacBook Pro 16 pouces, dont le modèle de base était très satisfaisant et qui rendait et qui me satisfait au quotidien. Il n'y a pas de problème, tandis que le Mac Pro... Bon, je vais pas paraphraser les tweets de Didier, mais bon, voilà quoi. 6 499 €, c'est le ticket d'entrée du Mac Pro et ça monte jusqu'à 64 008 € pour être précis. Didier, est-ce qu'on ne pourrait pas regretter que finalement la vraie attente des utilisateurs professionnels concernant ce Mac Pro, ce serait de sortir
une machine avec ce design, avec ces modularités-là. On va revenir en détail sur sa modularité parce que c'est vraiment son point fort. Mais simplement qu'Apple ait introduit des composants un peu plus modestes. En clair, mettre l'architecture d'un iMac Pro dans un Mac Pro, ça aurait été largement suffisant avec un prix peut-être plafonné. En gros, s'ils avaient vendu le Mac Pro un peu moins cher que l'iMac Pro avec les mêmes composants et on a rajouté l'écran, ça aurait fait un vrai hit et ça aurait correspondu à une vraie demande des utilisateurs aujourd'hui. Oui, en fait, il y a plus grand-chose. Bon, si tu fais abstraction des gens qui ont des portables, ce qui est quand même la grande majorité des gens aujourd'hui, c'est vrai que sur le fixe, ils ont l'iMac, ils ont le Mac Mini, ils ont cet iMac Pro qu'ils n'ont pas mis à jour. En fait, ils n'ont pas tellement de machines modulaires, enfin modulaires au sens du Mac Pro, hein, où tu peux changer tes composants graphiques, où tu peux mettre des cartes PCI Express, des cartes accélératrices, des SSD, etc. Et du coup, il manque totalement cette bécane aujourd'hui. Et moi, je suis d'autant plus surpris que finalement, le Mac, c'est plus risqué pour Apple de sortir des trucs, tu vois. Ils pourraient prendre énormément de risques aujourd'hui et ils le font pas, alors que aujourd'hui la grosse industrie sur PC, c'est quand même ces petites tours entre 1000 et 2000 euros que tu peux gaver de mémoire, de processeurs Core i7, Core i9 et qui ferait le bonheur de beaucoup de gens. Alors peut-être pas la majorité, peut-être pas que ce serait la majorité des ventes, mais effectivement, ils comblerait ce manque aujourd'hui et qui est vraiment, vraiment frustrant. Et c'est d'autant plus frustrant que là, ils ont démontré qu'ils étaient capables quand même de faire quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il ne faut pas oublier ce point-là, c'est-à-dire que le Mac Pro est extrêmement bien conçu aujourd'hui. Il n'y a quasiment pas de défaut, si ce n'est son prix. Hein. Donc je pense que tous les gens qui en rêvent aujourd'hui rêvent de configuration à 15 000 balles qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Mais par contre, ils sont assez d'accord sur le fait que Apple, quand elle met les moyens, elle est capable de produire des machines modulaire et avec même des super bonnes idées. D'ailleurs, on va en parler juste après. Ouais, en parlons-en. C'est la dernière machine conçue de l'ère Johnny Ive. Hein, ça va être le dernier chapitre de cette émission, puisque Johnny avait quitté Apple. Le design est plutôt super, la modernité est vraiment au rendez-vous. Hein. Alors le design, il a un peu fait sourire pas mal de monde, et notamment Stéphane avec son motif en treillis. Hein. Il fait connaître quelques railleries, on se souvient lors de notre live, qu'il fait rappeler une râpe à fromage, mais vraiment, la modularité est au rendez-vous, il s'ouvre entièrement. Il y a 8 emplacements d'extension PCI Express. Hein, on est vraiment aux antipodes du Mac Pro de l'ancienne génération. 4 emplacements double largeur, 3 emplacements simple largeur, un emplacement demi-longueur préconfiguré pour des entrées-sorties d'Apple. Bref, le Mac Pro offre 2 fois plus d'emplacements que la génération qui a 2 générations de Mac Pro en tour. Là, vraiment, la machine devrait durer dans le temps, là, Didier, a priori. Hein. Oui, ils ont mis ce qu'on lui demandait, hein, qu'on puisse rajouter de la RAM facilement, des SSD facilement, des cartes graphiques facilement. Et sur l'ancienne version, Apple s'était imaginé qu'on mettrait comme ça plein de modules à côté, mais ça suffisait pas, c'était extrêmement coûteux, c'était très limité. Puis il y avait un problème de concept, hein, tu pouvais pas non plus faire cette araignée à l'infini à coller tout sur le Thunderbolt. Donc on est revenu à un concept un petit peu basique. Apple a quand même vachement mangé son chapeau, hein, parce que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu de tour et que quand même il a fallu attendre extrêmement longtemps pour avoir une tour comme ça. Donc c'est bon. Tout ça fait du bien quand même. Hein. Apple a particulièrement soigné le refroidissement. Hein. C'était une nécessité pour éviter de baisser les performances des cartes graphiques, notamment du processeur. C'est le défaut de l'iMac Pro aujourd'hui, entre guillemets le défaut, et du MacBook Pro 16 pouces, parce qu'à un moment donné, si ça chauffe trop, eh bien, on est obligé de limiter la puissance. C'est le cas. Tu n'as pas senti de seuil où, à un moment donné, les performances plafonnent. Et quid du bruit concrètement de cette machine? Non, avec ces 3 énormes ventilateurs en façade. Alors en fait, la ventilation est incroyable. En fait, c'est vraiment une des grosses réussites. Mais bon, ils ont toujours su faire ça, hein, la ventilation, même sur les Mac Pro de 2013. Puisque là, en fait, donc tu as 3 ventilateurs qui vont refroidir toute la machine et tous les composants, c'est-à-dire aussi bien les cartes graphiques que la mémoire. Donc tu as des petits conduits, etc. C'est assez drôle comme ils ont fait ça. Et tout est organisé autour de ça. Et c'est vrai que quand tu as monté des PC, la ventilation, c'était le foutoir. Tu as des ventilos un peu partout. Ça fait une espèce de turbine à l'intérieur du boîtier. Tu sais pas trop par où ça sort. Là, vraiment, tu sens le flux d'air qui passe. Et c'est vrai que les performances baissent pas, évidemment. Bon, en plus, tu as l'architecture Xeon qui est vraiment adaptée. Tu as de la place dans le boîtier. En plus, ils ont vraiment des ventilateurs extrêmement silencieux. Et là, en poussant la machine, tu n'entends quasiment rien. Alors, évidemment, tu peux toujours mettre des composants qui font du bruit à l'intérieur. Donc, si tu achètes des composants tiers qui sont, par exemple, des cartes graphiques qui ont leur propre ventilation, là, tu vas te retrouver avec du bruit. Voilà, donc c'est effectivement, si tu suis le concept d'Apple et que tu prends bien tous leurs composants, là, tu auras une machine qui est extrêmement silencieuse. Et
ce qui est très important aussi qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de studios d'enregistrement, enfin de domaines où tu as besoin de machines silencieuses, où jusqu'à présent ils s'embêtaient, ils les mettaient à côté, ils essayaient de leur faire des boîtes un petit peu spécifiques, et là ils sont vraiment contents de voir une machine comme ça, ce qui n'était pas le cas de l'iMac Pro. L'iMac Pro fait du bruit par exemple quand il est un petit peu en charge. C'est vrai. Alors, il y a pas mal de curiosités et d'avancées en matière matérielle pour cette machine. La première curiosité, c'est l'arrivée d'une nouvelle architecture graphique qui fait son apparition. Elle est baptisée le Mac Pro Expansion Module ou MPX. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne, Didier? Alors, le MPX, en fait, c'est tout simplement deux ports PCI qui sont l'un à la suite de l'autre, mais c'est vrai que c'est propriétaire puisqu'il n'y a pas de carte du commerce qui sont compatibles avec ça. En fait, l'idée, c'était de combler pareil les manques finalement qu'on a sur PC, c'est-à-dire que quand tu as une carte graphique sur PC, par exemple, c'est très compliqué de réinjecter la vidéo, par exemple sur du Thunderbolt ou de l'USB-C. Donc ça, c'est fait à travers ce module-là. Ça permet aussi effectivement d'apporter l'alimentation des cartes que tu dois rajouter, tu sais, avec des petits câbles là, qui viennent se coller sur la carte graphique. Donc en fait, c'est un système qui est très plug and play. Tu arrives avec ta carte, tu la branches, il y a tout qui se met en route. Il y a la sortie vidéo qui est retournée dans l'ordinateur, tu as la partie de l'alimentation. Et quand tu vois ça, c'est extrêmement propre finalement. Alors par contre, ça prend un petit peu de place, ça prend des slots effectivement propriétaires, mais je dirais que c'est relativement compatible puisque tu peux quand même mettre des cartes graphiques normales dessus. Donc je dirais qu'ils ont à peu près réussi leur coup là-dessus. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont sortir des cartes MPX régulièrement, voilà, qui vont proposer des nouveaux GPU, des nouvelles cartes, parce que c'était le problème des anciens Mac Pro. Ils n'ont jamais été upgradables en fait. Exactement, il n'y a pas eu de mise à jour malgré les promesses de Phil Schiller, de voir arriver de cartes graphiques, de nouveaux composants. En quasiment 5 ans depuis sa sortie, il n'y a eu quasiment aucune mise à jour et le prix n'a quasiment pas bougé. C'est une vraie station de travail, tu le disais Didier, avec un processeur Intel Xeon qui intègre jusqu'à 28 cœurs. On l'a dit, il y a 12 emplacements mémoire DIMM physique pour embarquer jusqu'à 1,5 Tera de mémoire. C'est considérable et d'ailleurs c'est assez pratique, c'est cette idée de cache, de carte mère recto verso, c'est assez intelligent je trouve, pour faciliter l'accès, jusqu'à 140 gigaoctets par seconde de bande passante. C'est vraiment un monstre de puissance et vraiment pour les monteurs. Et toujours pour les monteurs et la vidéo notamment, on a vu une autre curiosité, une autre avancée matérielle. Propriétaire celle-là, une nouvelle carte accélératrice, son nom c'est l'Apple Afterburner, une carte pour booster le rendu et les exports ProRes et ProRes RAW 8K dans Final Cut Pro 10. Est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer, Didier? Parce que c'est encore une option, ça. Alors pas encore, puisque elle met du temps à arriver et en plus tu peux pas la commander encore en option aujourd'hui, mais on va la tester évidemment. C'est très drôle de voir qu'ils ont attendu, tu vois, de faire un Mac Pro comme ça pour proposer cette carte. Finalement, ça prouvait que finalement on avait besoin de port PCI pour faire des choses comme ça. Alors juste un petit rappel, donc cette carte elle permet de gérer des formats qui sont des formats RAW, c'est-à-dire bruts, que tu vas pouvoir retravailler et qui sont extrêmement gourmands aujourd'hui en CPU. Par exemple, si tu montes avec des RAID, des caméras RAID pour lire de la RAID 8K RAW par exemple, il te faut au moins là par exemple 16 ou 18 cœurs, alors qu'avec une carte comme ça qui est optimisée pour ton format, RAID en faisait aussi, ça permettait de lire de manière extrêmement fluide donc ta vidéo et de la voir donc sur l'écran sans créer des proxys, sans créer des espèces de sous-produits de ta vidéo qui pouvaient avoir des artefacts. Donc ça, ces cartes là elles vont être extrêmement utiles pour tous les gens qui shootent en ProRes et en ProRes RAW, mais là encore ça s'adresse à des gens, tu vois, qui font du cinéma ou voilà du court-métrage, donc c'est extrêmement pointu comme carte, mais le rapport qualité-prix est excellent, versement 2500 € pour ça, c'est pour ceux qui l'utilisent, ça va être extrêmement rentable. Nvidia, dans cette histoire-là, on ne pourra toujours pas en mettre des cartes Nvidia Alors, écoute, tu peux en mettre, mais il faut démarrer sous Windows, voilà. Parce que Apple elle a interdit à Nvidia de sortir ses pilotes alors qu'Nvidia a dit qu'ils étaient prêts. On ne sait pas vraiment le fond de l'affaire, c'est vraiment très étrange de bloquer comme ça Nvidia. Effectivement, Apple travaille bien avec AMD, tu vois, aujourd'hui ils sont assez synchro et quelque part, tant mieux, voilà, on a quand même deux sociétés qui se parlent, qui font des optimisations un petit peu dans tous les sens, donc c'est cool, mais c'est bizarre de bloquer volontairement le concurrent. Je pense que ça fait partie du deal aussi, peut-être qu'AMD est capable de mettre un petit peu de moyens pour Apple, si en échange elle lui met pas des bâtons dans les roues. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que le très haut de gamme effectivement est dominé largement par Nvidia depuis au moins 5-6 ans, et surtout que les programmes étaient optimisés pour Nvidia et que ça leur demande beaucoup de boulot à tous les éditeurs, là, même s'ils se sont engagés à porter Metal effectivement dans
dans toutes leurs applications, mais on voit Adobe, moi je fais des tests avec la suite Adobe, voilà, on n'a pas du tout les mêmes perfs sous Nvidia et sous AMD pour le moment, voilà, en espérant que ça change, mais cette position est difficilement tenable avec Apple en disant je fais une machine pro sans Nvidia aujourd'hui, c'est surréaliste quand même. Notamment si un jour on veut investir la réalité virtuelle ou convaincre des développeurs de jeux vidéo, ou à la réalité augmentée, on en parlera la semaine prochaine de la réalité augmentée avec l'émission consacrée à ce qu'on attend pour l'année 2020. Dernier chapitre de cette émission, et c'était la dernière machine conçue par Jony Ive, bien sûr le Mac Pro. On va revenir sur la nouvelle qui est tombée au cœur de l'été cette année, c'est le départ de Jony Ive des commandes du design d'Apple. C'était une annonce surprise. Elle est tombée quelques semaines simplement après la WWDC et la présentation de la dernière œuvre de Steve Jobs, de Jony Ive, à savoir le Mac Pro. Le patron du design d'Apple est considéré comme le gardien du temple de Cupertino après la disparition de Steve Jobs. A donc choisi de quitter la firme de Cupertino. Il était le patron de design d'Apple depuis 1996 et le retour de Steve, c'était vraiment un duo magique à la tête d'Apple. Il a signé le design des produits les plus mythiques d'Apple, à commencer par l'iMac G3 en 1998, qui a sauvé Apple de la faillite, bien sûr, l'iPod en 2001, l'iPhone en 2007 et de l'Apple Watch en 2014, j'oublie bien sûr l'iPad. What else, il a signé quasiment le design de toutes les meilleures machines depuis 15 ans aujourd'hui. Il était, on le sait, un ami très proche de Steve Jobs. Les deux partageaient une vision commune de l'importance du design dans les produits. Et on avait l'impression que depuis la mort de Steve Jobs, d'abord, il incarnait, je dirais, l'image d'Apple et sa culture. Et on sent que le courant passait un peu moins bien depuis quelques mois, depuis quelques années avec Tim Cook. Il y avait un contexte. On a vu déjà pas mal de gens partir avec le départ d'Angela Ahrendts en début d'année. Et puis, il était devenu moins présent ces derniers temps, Didier. Oui, mais souvent on fait un petit peu l'analogie avec certains groupes de rock, tu sais. Je prends par exemple Oasis où tu avais le compositeur de génie et puis le chanteur de génie, et en fait les deux ensemble ça faisait quelque chose de magique, et peut-être que voilà, là il se passe un petit peu ça quand Steve Jobs est parti, il lui manquait son alter ego à Jony, et c'est vrai que ces dernières années il préférait faire pas mal de petites choses à côté, peut-être aussi. Voilà, la tech, il avait peut-être l'impression d'en avoir fait un petit peu le tour et qu'il voulait aussi se réinventer lui-même. D'ailleurs, il n'arrête pas le design, il a toujours son petit studio, il va toujours travailler pour Apple aujourd'hui, donc il avait peut-être besoin de voir autre chose. C'est un des plus jeunes aussi de l'équipe originelle avec Steve Jobs. Paradoxalement. Donc, voilà, et peut-être qu'il a une seconde carrière aussi qui lui passe, vous avez l'impression qu'il lui passait sous le nez, mais peut-être aussi que Tim Cook a du mal à fédérer un peu aussi les personnalités autour de lui. Il a perdu quand même beaucoup de monde ces dernières années, donc voilà, c'est vrai que ces 2-3 dernières années autour de lui. Bah oui, on a vu beaucoup de personnalités comme ça, de poids partir, de Scott Forstall jusqu'à Angela Ahrendts, donc on peut se poser aussi cette question-là. Stéphane, il quitte pas complètement Apple. Il va se concentrer sur son propre studio qui va s'appeler Love From, avec comme client principal bien sûr Apple. Donc il va continuer à travailler. Apple aurait versé quelques millions de dollars pour se réserver l'exclusivité du design de Jony Ive, et il s'associe avec également une personne très connue au sein d'Apple, puisqu'il s'agit de Mark Newson, qui est un designer australien qui habite pas très loin d'ici, pas loin de ce petit pont là, qui est très connu et qui est l'un des co-designers de l'Apple Watch. Donc il va continuer à travailler pour Apple Wait & See. Tu le disais Didier, et là la question s'adresse à Stéphane. On sait que Tim Cook n'est pas un homme de produit, qu'il n'avait plus ce challenge, ce ping-pong qu'il y avait avec Steve Jobs, et qu'on sentait qu'il s'ennuyait fortement, l'ami Jony Ive, dans l'ère Tim Cook. Alors, je pense pas qu'on soit tous devins pour pouvoir être dans son bureau et deviner. Il y a eu quelques articles, souviens-toi l'article du Wall Street Journal. Oui, bien évidemment, on sentait, de toute façon, nous on avait juste un truc qui était tangible et qu'on peut pas contester. Est-ce que nous, à part peut-être les AirPods, et encore, je sais même pas s'il a travaillé dessus, est-ce qu'on a fait un effet waouh ces dernières années sur un produit comme on a pu faire waouh sur tous nos autres produits? La réponse était ouais, bon, c'est bien, c'est chouette, mais c'est pas waouh, l'effet waouh. Et en fait, c'est bien que Didier ait fait l'analogie avec les groupes de rock. Moi,
il a été je m'attendais qu'il allait citer d'autres références musicales. Moi, j'étais plutôt sur du Lennon McCartney ou du Mick Jagger Keith Richards, où on sait très bien que quand c'était Lennon McCartney, bon, il y en avait un qui apportait la chanson, mais l'autre apportait sa petite touche. Et c'est vrai que le ping-pong, c'est bien. Il y a 2-3 métiers où on a besoin d'avoir un partenaire. Et s'il y en a bien un qui est obligatoire, c'est le design. C'est-à-dire que celui qui travaille tout seul n'y arrivera pas, parce que bon, c'est comme ça. Et on le voyait déjà dans les résultats, c'était tangible. On ne voyait pas, on était nous-mêmes, même si on a une propension à aimer par défaut et à les acheter tous quand même, les produits, on n'était pas en position de waouh, ce truc-là, je tombe fou dingue de ce truc-là. À part les AirPods. Et encore, c'était pas évident au départ, mais bon, c'est comme ça. Admettons que Steve Jobs serait encore vivant, est-ce qu'il serait peut-être encore à la tête d'Apple? Peut-être pas, peut-être qu'il en aurait eu ras-le-bol. Je sais pas. Peut-être. Est-ce qu'on reste aussi longtemps dans une boîte sans s'user? C'est pas possible. C'est comme un entraîneur de foot qui reste 30 ans dans une boîte. C'est ça? C'est pas possible. Ben oui, non mais c'est normal et ça fait partie de la régénération. Et le talent d'un patron, c'est de régénérer. Et donc, c'est Jeff Williams, donc je crois qui maintenant il doit chercher celui qui va remplacer Johnny Ive ou qui va lui-même remplacer Johnny Ive, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, chez Apple, il faut qu'il y ait une régénération. Et c'est normal et c'est la vie d'une entreprise. 27 ans, c'est énorme. Avec un bémol peut-être, Stéphane, et peut-être Didier pour rebondir. Les nouvelles têtes chez Apple, ça fait longtemps qu'on n'en voit pas vraiment. Elles sont où les successeurs potentiels, les jeunes qu'on voit émerger chez les concurrents d'Apple? Là, Sundar Pichai vient d'être nommé grand patron de Google, en lieu et place des cofondateurs qui prennent du recul. Les nouvelles têtes, on ne les voit pas arriver chez Apple. C'est assez inquiétant, Didier. En fait, quand tu vois les VP, ça fait effectivement très boîte de vieux. Mais par contre, chez Apple, il y a quand même de la jeunesse, mais elle est en bas de l'échelle aujourd'hui. D'ailleurs, tu les vois dans les conférences comme la WWDC et tout. Tu sens qu'il y a énormément de talents, mais qui peinent à monter. Je sais pas à quoi c'est lié, effectivement. Peut-être que Tim Cook veut pas prendre de risques, que voilà, il suit aussi une certaine continuité, que voilà, l'esprit de Steve Jobs est peut-être toujours là. On le voit un peu dans certains dogmes, dans certaines façons de penser. Et oui, il est peut-être prisonnier un petit peu de ça aussi. Mais quand on voit les autres boîtes de tech, que ce soit Google, Google, je sais pas si tu as vu récemment, effectivement, les fondateurs ont pris vraiment du recul. Chez Microsoft, on n'entend plus parler de Bill Gates, de Steve Ballmer, alors que chez Apple, ils sont toujours là. C'est complètement fou. Et on le voit un petit peu dans certains esprits, la façon de se comporter, tu vois, sur les réseaux sociaux, enfin l'image de la société, effectivement, sort un petit peu de ça. Donc voilà, moi j'aimerais bien effectivement qu'ils fassent un peu leur coming out avec des nouvelles têtes, quitte à prendre des risques. Finalement, c'est une boîte qui peut se permettre de prendre des risques un petit peu quelques années, tu vois. Oui, avec le cash qu'elle a, elle peut se le permettre. Alors, pour nous faire l'avocat du diable, ou plutôt pour critiquer un petit peu Johnny Ive, il a été pas mal critiqué ces derniers mois. On l'a critiqué notamment sur le positionnement très luxe, très haut de gamme, très fashion. Alors on peut se poser la question si c'est pas plus sa responsabilité d'Angela Ahrendts à l'époque qui avait fait ce positionnement-là, qui venait de Burberry, qui venait du monde du luxe et de la haute couture et de la mode, et qui voulait positionner la montre. Et nous souvenez-vous des corners, des shops qui étaient ouverts dans les Galeries Lafayette, qui ont vite fermé parce que ça n'a pas fonctionné. Et puis surtout, il y a un courant en creux. Il y a peu de choses qui fuitent chez Apple, mais il y a quand même une petite musique qui ressort, qui dit que finalement, depuis le départ de Steve Jobs, Tim Cook aurait trop accordé de liberté finalement à Johnny Ive et au design, ce qui aurait expliqué pas mal de dérives. On pense notamment aux problèmes récurrents de clavier papillon sur le MacBook Pro, le port unique sur USB-C. Est-ce que tu es assez d'accord avec cette analyse, Didier? Est-ce que c'est Ive qui avait effectivement trop de liberté, ou est-ce que c'est Tim Cook qui n'a pas réussi à trouver finalement un homme de produit?
voilà, quelqu'un qui est capable de trancher, qui est capable de dire non aussi à un moment à un design qui ne fonctionne pas. Et c'est peut-être ça aussi le souci, un vrai problème de gouvernance en interne. Effectivement, il a donné ce pouvoir à Johnny Ive de mettre la créativité, le design vraiment au cœur de l'entreprise. Et c'est important parce qu'Apple, c'est quand même sa marque de fabrique. Mais Apple conçoit aussi des produits. Et oui, on a eu un certain nombre d'exemples. Les MacBook Pro, c'était quand même symptomatique. Enfin, on a eu 3-4 ans là, de clavier tout pourri parce qu'ils voulaient quelque chose d'extrêmement fin. Les iPhones n'avaient pas assez de batterie, pareil, pendant 4-5 ans parce qu'ils ne pouvaient pas grossir. Et puis cette année, tout a grossi, tu vois, et les gens sont un peu plus contents. Et on s'aperçoit que, bah oui, finalement, de temps en temps, il faut aussi des choses qui soient un petit peu moins pratiques, mais qui soient un petit peu plus efficaces. Et Steve Jobs aussi se trompait, c'est-à-dire, je sais pas si tu te rappelles, il voulait des petits iPhones que tu puisses bien tenir dans la main. Et puis quand Tim Cook a dit bon, allez, d'accord, finalement, à faire des grands iPhones parce que ça devient un petit peu ridicule face à Android, tout le monde les a achetés, même si c'est un peu moins pratique. Voilà. Donc la culture du compromis, elle est importante aussi. On va voir dans les mois qui viennent, hein, il devrait y avoir pas mal de nouveautés matérielles du côté de chez Apple. La rumeur s'est pas mal emballée ces dernières semaines. On y reviendra en détail sur ce qu'attendent de 2020 la semaine prochaine. On passe tout de suite à vos coups de cœur, bien sûr. Les coups de cœur, et on commence juste avec Didier. Ah bah écoute Olivier, je suis obligé de te dire que c'est le Mac Pro quand même. Vraiment là, tu vois, bon, ça fait une semaine que j'ai cette machine et c'est vrai que on est beaucoup à pas avoir les moyens de se la payer, mais quand même quand tu l'as sous les yeux, quand tu vois la puissance, la modularité, de pouvoir changer tes SSD. Tu vois là, on m'a envoyé une petite carte là, je te montre de sonnette où tu peux mettre 4 SSD dans le boîtier et puis booter dessus à 8 gigaoctets secondes pour des coûts qui sont presque pour le prix de 4 Tera chez Apple. Ouais, ça fait du bien d'avoir quelque chose comme ça, quelque chose qui est bien fini, qui est pensé. Tu sens qu'ils ont écouté les pros et vraiment, c'est une excellente bécane. Voilà, je regrette de vraiment, enfin, je pense que tout le monde regrette de ne pas pouvoir se la payer, mais c'est la preuve qu'Apple est encore capable de faire de bons PC quelque part, tu vois. Oui, c'est vrai, Didier. Et au-delà, on peut reprocher que Apple ait peur de la critique. Il ne faut pas avoir peur de la critique. Il faut qu'Apple puisse nous laisser tranquillement tester ses produits, ne pas simplement les réserver à quelques grands professionnels, même s'ils ont un vrai talent et un savoir-faire, à quelques Happy Few. Ça fait quelques années qu'on teste des machines, on connaît bien ce marché. Et puis Apple a tellement de choses à se faire pardonner au niveau des pros que ça aurait été très sympa qu'Apple puisse nous fournir cette machine. On y reviendra dans cette émission, c'est promis. En début d'année, on va essayer de se débrouiller malgré tout pour faire une spéciale Mac Pro avec Didier et des professionnels qui l'ont testé. De ton côté, Stéphane, quel est ton coup de cœur cette semaine? C'est mon iPhone Pro 11 Pro Max avec la double SIM. Parce que en fait, maintenant, je n'ai plus qu'un téléphone. Voilà, je n'ai plus qu'un téléphone. Il est bien protégé en plus. Regarde, t'as vu, tu verras. Regarde sur ma coque, qu'est-ce que j'ai fait imprimer. Voilà, donc ouais, je les ai fait sur InnoShield. Donc maintenant, il est tombé plein de fois et maintenant, il est toujours bien d'attaque. Il est toujours d'attaque. Je peux vous dire que c'est mon outil de travail. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de fois qu'il m'a rendu service. Ceux qui ne l'ont pas encore et qui ont eu un peu d'argent pour Noël, eh ben, je vous encourage de l'acheter. En fait, je ne veux pas être très original, mais bon, et pourtant, Dieu seul sait que j'ai pu être critique avec Apple, mais c'est vraiment, vraiment le coup de cœur de l'année de très, très loin. Et la bonne surprise, on peut dire. C'est une excellente surprise en tout, la batterie et tout. C'est extraordinaire. On s'attendait à pas tellement de nouveautés et finalement, c'est vraiment l'iPhone le plus abouti qu'on ait jamais. Très bonne surprise. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on a le téléphone qui est quasi parfait. Je me demande même, si j'étais pas fou et allié, peut-être je n'achèterais pas de nouvel iPhone l'année prochaine. Oui, je sais, ça n'arrivera pas, mais oui, mais je le dis, peut-être j'achèterai pas de nouvel iPhone. Surtout que la rumeur, on verra la semaine prochaine dans l'émission, annonce pas moins de 5 nouveaux iPhones l'année prochaine. Exactement. Allez, mon coup de cœur de mon côté, c'est tout simplement vous. Vous qui nous soutenez depuis maintenant 10 ans, on va souffler les 10 bougies dans On fait le Mac dans le courant de l'année. Là, on vous réserve une émission spéciale. On va essayer de faire la fête ensemble. Vous qui nous soutenez, qui nous avez permis de grandir année après année, ça a permis d'acheter du matériel avec l'opération de crowdfunding qu'on a lancée l'année dernière. Nous avons permis d'ouvrir notre studio au mois de septembre dernier au sein de l'agence Rumeur Publique qui va nous permettre de lancer des émissions. Vous verrez, dans le courant de l'année, on vous réserve de belles et d'heureuses surprises. Pour moi, c'est vraiment un énorme plaisir de pouvoir vivre presque de sa passion. Et tout cela, c'est grâce à vous et je tenais à vous remercier. Et vous remercier simplement et vous souhaiter une belle et heureuse année 2020. Et comme on dit chez nous, patchez salut les amis.
Oui, bonne année, Shana Tova, comme on dit aussi. Bonne année, Olivier. Bonne année, Didier. Et donc à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec grand plaisir. Et on se retrouve dès la semaine prochaine avec une émission spéciale qu'attendre de 2020. Soyez au rendez-vous. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.